Merci à vous de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. La secrétaire d'État américain aux affaires africaines était au Burkina Faso où il a rencontré le lieutenant-colonel Zida. Nous parlerons également dans ce journal des stigmates de l'insurrection populaire où des symboles du pouvoir et des biens privés sont partis en fumée. Jour anniversaire du mur de Berlin, la capitale allemande célèbre cet événement historique qui a entraîné la réunification du pays, façonné le monde contemporain et même changé le cours de l'histoire. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la première chaîne panafricaine. Je l'annonçais en titre, le Burkina Faso, la secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, est venue réitérer ce vœu de la part des États-Unis, celui de voir la transition au Burkina Faso gérée par une personnalité civile. Je vous propose à présent de l'écouter. Nous comptons sur le promis de mettre en place un gouvernement de transition qui soit géré par les civils, qui soit démocratique et qui va arriver dans un court délai aux élections nationales pour remettre le pays sur le chemin démocratique. Burkina toujours, tout comme Ouagadougou, plusieurs villes du pays portent encore les stigmates de l'insurrection populaire contre le régime de Blaise Compaoré. Il faut rappeler que la capitale, Durma-Toucha, était le théâtre d'importants dégâts matériels. Des symboles du pouvoir et des biens privés sont partis en fumée. Les stigmates témoignent de l'ampleur des flammes qui ont eu raison du Parlement burkinabé. La colère des manifestants a emporté tout sur son passage, de nombreux engins à 2 roues volés, tout le mobilier emporté et 55 véhicules calcinés appartenant aux députés mais aussi surtout à des fonctionnaires parlementaires. Ils sont aujourd'hui 360 à être dans la rue sans savoir à quel saint se vouer. Les prochains mois s'annoncent très difficiles pour ces travailleurs et selon certains témoignages, toute la mémoire de l'institution serait partie dans les flammes. C'est le point de départ d'une journée folle faite de destruction et de pillage. Voici Azalaï Hotel, situé à proximité de l'Assemblée nationale et soupçonné d'avoir hébergé la veille du vote les députés favorables au référendum. L'infrastructure a elle aussi été brûlée. Un peu plus loin, à Ouaga 2000, Joli Hôtel, implanté dans le quartier UP de la capitale burkinabé, a lui aussi subi le même sort. Saccagé, toutes les chambres ont été visitées et pillées au lendemain de l'insurrection populaire. Vraiment déplorable. On aurait pu éviter tout ça si chacun avait mis de l'eau dans son verre. Vraiment, le temps s'était arrivé. Quand les gens restent piqués sur leur position, voilà les conséquences. Un à un, les symboles de la République ont ainsi été détruits, dévastés et mis à terre. Cette agence de Coris Bank, 1200 logements a eu les vitres brisées, des appareils emportés. De nombreux dégâts ont été enregistrés ici. Mais c'est cette maison qui est au cœur des curiosités quelques jours après les événements du 30 et 31 octobre dernier. Sur ce site, les Ouagalais se bousculent. François Compaoré, le frère cadet du président déchu, vivait là sous haute protection. Ils sont venus pour voir comment vraiment c'est comme un musée. Au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, plusieurs infrastructures et investissements privés et publics ont été vandalisés. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda, qui ne présente aucun candidat à l'élection présidentielle du 23 novembre prochain, a annoncé cette nuit qu'il ne soutiendrait aucun prétendant dans la course à la magistrature suprême. Ennahda reste la deuxième force politique du pays derrière Nida Tounes, après avoir remporté 69 sièges sur les 217 lors des dernières législatives. Le parti avait dans un premier temps appelé la classe politique à s'entendre sur un candidat consensuel capable de réunir toutes les parties et préserver le processus démocratique pour éviter davantage de tiraillements dans un pays encore fragile, près de 4 ans après sa révolution. Finalement, Ennahda ne soutiendra aucun candidat à la présidentielle. 27 candidats sont en lice pour le scrutin du 23 novembre en Tunisie.
Nous poursuivons avec l'actualité. Cotonou abrite depuis 7 semaines une formation continue sur la CPI. Objectif de cette formation, outiller les praticiens usagers des juridictions sur les mécanismes de la justice pénale internationale. Cette formation est organisée par le Centre international de formation des avocats francophones en collaboration avec la CPI et le Barreau du Bénin. Nombreux sont encore les praticiens du droit qui perçoivent la Cour pénale internationale comme une institution lointaine parce que méconnaissant ses objectifs et n'ayant qu'une connaissance approximative de ses mécanismes fondamentaux et procéduraux. Il faut y remédier. Ces ateliers de formation permettront à l'auditoire diversifié que vous constituez d'enrichir et d'approfondir vos connaissances sur une institution récente et qui nous concerne tous. Nous ne pouvons qu'être frappés par le nombre d'affaires pendantes devant la CPI concernant les États africains. Cette situation, mesdames, messieurs, n'est-elle pas due au fait que les droits de l'homme sont encore méconnus par une majorité de la population, ignorés et bafoués par les gouvernements de nombreux États africains? Or, les peuples, là de subir les exactions, la misère, aspirent au changement. La formation est assurée par 5 experts venus de la Cour pénale internationale pour partager leurs expériences et leur savoir-faire sur les principes majeurs des domaines couverts par l'action de cette juridiction. En acceptant sans réserve la demande du CIFAF et en décidant d'envoyer ses collaborateurs dans cette session d'échange, en proposant d'y associer des fonctionnaires du greffe, en coordination avec les greffiers de la Cour, Mme Bensouda confirme par cette décision sa proximité avec les praticiens du droit du monde entier, notamment ceux des États partis comme le Bénin, qui a signé et ratifié le statut de Rome et qui apporte à son bureau toute la coopération escomptée. La Cour pénale internationale est cette juridiction qui juge devant elle les illustres personnalités africaines accusées des crimes les plus graves. Nous en venons à présent à l'autre titre de cette édition. Le jour anniversaire du mur de Berlin. La ville avait été coupée en deux. La capitale allemande célèbre, il faut le rappeler, cet événement historique qui a entraîné la réunification du pays. Les festivités vont se poursuivre toute la journée. C'est un événement qui a façonné le monde contemporain et changé le cours de l'histoire. 9 novembre 1989, le destin de l'Allemagne bascule. Depuis plusieurs mois, les citoyens de la RDA manifestent pour obtenir plus de liberté, notamment celle de circuler en dehors de leurs frontières. Un jeudi soir d'automne, ce droit leur est accordé et fissure le régime. Les points de passage sont pris d'assaut. À l'époque, Harald Jäger est garde-frontière. Il est le premier à donner l'ordre d'ouvrir les barrières sous la pression de la foule. Bien sûr, les Allemands de l'Est ont chanté victoire. Je n'avais jamais vu une telle euphorie. Mais pour nous, c'était surtout notre monde qui s'écroulait. Un monde divisé, des familles séparées depuis 1961. Le mur était gardé tout au long de ces 160 km. 136 personnes ont perdu la vie en essayant de le franchir. Le week-end suivant l'ouverture, ils seront 3 millions à visiter l'Allemagne de l'Ouest. La chute du mur entraîne avec elle la chute des gouvernements communistes de Moscou à Berlin. C'est Helmut Kohl, chancelier de l'Ouest, qui mène le processus de réunification des deux Allemagnes, tambour battant. Une rapidité qui surprend le monde entier. Nous étions surpris par la rapidité de l'éclatement. Mais cela montre simplement qu'un État ou une société qui n'est pas basée sur nos principes de l'Ouest n'a pas le soutien de la population, ne peut pas s'attendre à être un État puissant. Aujourd'hui, le mur de Berlin est une pièce de musée qui fait le bonheur des touristes. L'Allemagne et sa chancelière, qui a grandi à l'Est, sont incontournables dans le jeu politique mondial.
Et sur un tout autre décor, au Mexique, une manifestation a dégénéré à Mexico, la capitale. La porte en bois du palais présidentiel a même été incendiée. Plusieurs personnes étaient rassemblées pour dénoncer le massacre de 43 étudiants disparus. 3 suspects, tous membres d'un gang, sont passés aux aveux. Rien ne peut contenir leur colère. Plus de 300 jeunes ont incendié une dizaine de véhicules, s'en prenant à la police fédérale. Ils se sont aussi attaqués au siège du gouvernement de l'État de Guerrero. Des violences et une exigence, retrouver les 43 étudiants vivants. Ces manifestants ne veulent pas croire à leur mort, tout comme leurs proches. Après plus de 40 jours, nous sommes toujours dans la même situation. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que les jeunes sont morts. Des familles incrédules après la diffusion par le gouvernement mexicain de l'identité de 3 hommes, tous membres du gang Guerreros Unidos. Ils auraient avoué l'assassinat des étudiants. Les détenus indiquent qu'ils ont tué les survivants et ensuite les ont placés dans la partie basse de la décharge où ils ont brûlé les corps. L'identification des victimes risque donc d'être très difficile. Leurs proches ont mandaté des experts pour mener des investigations. Nous voulons des preuves. C'est pour ça que nos enquêteurs argentins continuent leur travail. Aujourd'hui, nous ne soutenons pas l'action du procureur général. Le 26 septembre dernier, les étudiants ont été attaqués à bord du car qui les transportait près d'Iguala. Une opération menée par des policiers et des membres du gang Guerreros Unidos. Cette attaque aurait été commanditée par le maire de la ville et son épouse. Ils ont été arrêtés il y a quelques jours. Le président mexicain a promis que justice serait rendue. Pour l'instant, 74 personnes ont été interpellées. Retour sur le continent pour parler de santé avant de refermer cette édition. Elles sont nombreuses dans nos pays. Ces personnes souffrant de maladies telles le bec de lièvre ou encore la tumeur. L'ONG internationale Sourire un jour est depuis ce samedi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour venir en aide à ces malades. Elle veut donc les donner l'opportunité de se faire opérer gratuitement. Attention aux âmes sensibles, les images peuvent choquer. Pas de commentaires, ces images parlent d'elles-mêmes. Souffrant pour la plupart de tumeurs, de noma ou de bec de lièvre, ces personnes sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, avec un seul espoir, recouvrer la santé et vivre comme les autres. Il y avait un petit mot dedans, et puis il y a un os qui m'avait piqué dans ma gencive. Ça s'est développé comme ça. Tous ces malades espèrent retrouver le sourire grâce à l'ONG Sourire un jour. C'est la 3e fois que cette ONG internationale, spécialisée dans la chirurgie réparatrice, offre gracieusement ce type d'intervention. Nous avons commencé en 2012 dans des conditions un peu difficiles parce que c'était exploratoire. Maintenant, nous savons à peu près la cartographie des malades. Et ceux qui sont avec nous, c'est des gens de cœur. Dans nos villages, on ne les voit pas beaucoup. Si vous allez dans les... Mais il y en a. Il faut savoir les trouver et les appeler pour qu'ils aient confiance qu'on peut les opérer gratuitement. Les précédentes interventions de cette ONG internationale ont permis de redonner déjà le sourire à plusieurs personnes. J'avais honte. Les gens me fuyaient, ça m'insultait, les gens me parlaient mal. Mais maintenant qu'ils m'ont vu, ça va. Les malades l'ont dit, ils sont souvent rejetés à cause de l'aspect dégradant de ces affections. Pourtant, personne n'est à l'abri. Le noma, on le sait, c'est des infections d'origine dentaire qui surviennent dans la prime enfance ou chez les bébés, qui provoquent des abcès qui vont donner des gangrènes de la face. Ça va provoquer un trou, ça va enlever un gros morceau de tissu et donc ça provoque des dégâts importants au niveau de la face. Après ces consultations préliminaires, les interventions chirurgicales démarrent ce dimanche. Objectif, opérer une centaine de personnes souffrant de difformités maxillofaciales en Côte d'Ivoire. Voilà, sourire un jour, sourire toujours. C'est sur ces mots d'espoir que se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas votre émission, le débat du dimanche. C'est à 19h GMT avec Kolsian Garsou. Et juste après, à 20h GMT, vous avez Albertine Dotsey dans Afrique Soir, votre grande édition de la soirée.
Merci à vous et excellente suite de programmes sur Africable Télévision.